Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire pour le laboratoire Soria. Donc, nombreux d'entre vous me connaissent déjà. Pour les nouveaux arrivants, je suis Anne-Dominique Meyer. Je suis naturopathe depuis presque une dizaine d'années. Je suis certifiée de l'école Planta Santé où j'enseignais tant que j'étais en présentiel, puisque maintenant vous voyez derrière moi les cocotiers, donc je suis partie vivre en Polynésie française. Donc 17 000 kilomètres nous séparent, merci Internet, qui nous permet d'être quand même en lien. Et je continue à travailler pour l'école Planta Santé en visio et à l'Université populaire de Strasbourg, où j'anime un petit cursus tout public sur la naturopathie, une première approche sur la naturopathie. Voilà. Plus évidemment les consultations, soit en visio avec la France, soit ici en local. Voilà. Où je me forme à la phytothérapie locale. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des yeux. Nous allons parler des yeux. Alors, c'est un sujet. Alors, quelquefois, avec Françoise, on parle des sujets qu'on peut présenter. Et je me rends compte qu'il y a des sujets qui me viennent, qui m'intéressent. Et puis, une fois que je commence à travailler sur le sujet, je me rends compte qu'une présentation d'une heure, c'est vraiment trop court, qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, on essaye de faire assez concis. On ne peut pas tout développer. Hein, on ne peut pas tout développer, mais on essaye de faire le plus concis possible. Alors, t'as de beaux yeux, tu sais. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette célèbre réplique de Jean Gabin à Michel Morgan dans un film qui s'appelait Quai des Brumes de 1938. Hein, donc, ça date un petit peu. Et donc, cette réplique avec toute l'intensité qui était à ce moment-là dans ces quelques mots, nous invite à nous occuper, à nous préoccuper de nos yeux, afin de pouvoir être à tout âge là ou le destinataire de ce compliment. Nos yeux sont précieux et la vie quotidienne actuelle les expose malheureusement à trop d'agressions, voire un vieillissement prématuré, diminuant ainsi notre vision de façon plus ou moins importante. Il est souhaitable de prendre soin de nos yeux au quotidien afin d'éviter le surmenage visuel, de limiter la fatigue oculaire, voire des dégâts plus importants. Et la naturopathie est là pour soutenir, améliorer, optimiser une vision quelquefois déjà problématique. Et c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, juste un petit peu d'anatomie. Je ne vais pas parler longtemps, c'est juste surtout la diapo. L'œil est l'organe de la vision, dont la définition correspond à définition tirée du dictionnaire Le Robert, perception du monde extérieur par la vue, mécanisme physiologique par lequel les radiations lumineuses donnent naissance à des sensations visuelles, des sensations visuelles. Les cellules de l'œil, ce sont des photorécepteurs, elles réagissent à la lumière. On a des bâtonnets en périphérie de la rétine et des cônes au centre de la rétine. La lumière va pénétrer dans l'œil et traverser successivement la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et le cœur vitré. Puis elle arrive sur la rétine où elle stimule ces fameux photorécepteurs dont on vient de parler. L'image sur la rétine est inversée et plus petite que l'objet observé. Ces photorécepteurs sont excités par la lumière qu'ils vont traduire en un signal électrique qui est un message qui va quitter la rétine par le nerf optique pour atteindre le cerveau où les sensations visuelles découleront de l'interprétation de ce message. Voilà. Je ne rentre pas plus loin dans les détails, hein. C'est un phénomène tout à fait complexe et qui se fait tout seul. Le corps est vraiment une machine merveilleuse et extraordinaire. Alors, au niveau de la pathologie des yeux, en dehors de la simple fatigue visuelle dont nous parlerons bien sûr, il existe de nombreuses pathologies touchant les différentes parties de l'œil.
Grosso modo, plus de 47% de ces pathologies sont représentées par la cataracte, que vous voyez en haut de l'image, là, avec l'œil droit de ce monsieur qui est complètement opacifié. Il y a donc effectivement opacification du cristallin qui gêne le passage de la lumière et qui est la première cause de cécité dans le monde. 12% de ces pathologies, c'est le glaucome, qui est lié à une augmentation de la tension oculaire qui va entraîner des dommages au niveau du nerf optique. 8% de ces pathologies sont représentées par la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une atteinte au niveau de la macula avec perte de la vision centrale et possibilité d'évoluer vers la cécité. C'est très préoccupant, c'est une pathologie qui est en augmentation constante de nos jours. La rétinopathie diabétique, qui est liée à des troubles vasculaires conséquences d'un diabète non équilibré. Et puis, ça c'est environ 5%. Et puis, on a 3%, 3,5% de pathologies qui sont le trachome. C'est ce que vous voyez sur la diapositive du bas. C'est l'action d'une bactérie qui s'appelle Chlamydia trachomatis au niveau de la paupière et qui peut entraîner la cécité qui est due à un manque d'hygiène dans des pays en voie de développement. Et puis après, vous avez plutôt au niveau de la paupière, dans nos pays dits développés, on trouvera des orgelets, des chalazions, la conjonctivite, etc. On va parler de tout ça, le syndrome des yeux secs lié à une diminution de quantité ou à une perte de qualité du liquide lacrymal. Abordons tout d'abord la fatigue oculaire. On va évoquer cette simple fatigue oculaire et ces troubles de la vision qui sont d'ailleurs en augmentation depuis la pratique du télétravail et ont touché environ 26% des Français selon un sondage de l'Association pour l'amélioration de la vue. La lumière bleue des écrans est en cause, endommageant la rétine, que ce soit les écrans de l'ordinateur pour le télétravail ou les écrans de loisirs qui ont été surconsommés lors de ces périodes de confinement que nous avions vécues. Il n'y a pas que le surmenage visuel qui est mis en cause, mais également le fait de rester enfermé sans exposition à la lumière naturelle. La lumière naturelle est indispensable au bon fonctionnement de la rétine. Un excès de vision fixe et rapproché est très fatigant pour nos yeux, quelle qu'en soit la raison, car l'homme est programmé pour voir de loin et a besoin de faire travailler les muscles du globe oculaire comme tous les muscles de son corps. Cette fixité du regard pointé sur un écran entraîne des problèmes de sécheresse, sensation d'œil sec, sécheresse oculaire, avec quelquefois des irritations, des picotements, voire des sensations de grains de sable dans les yeux, une sensibilité accrue à la lumière, à la luminosité, une vision trouble, et cela peut aller jusqu'aux maux de tête. Ça peut aussi être dû à des variations hormonales, notamment au moment de la ménopause, à la prise de certains médicaments allopathiques, la climatisation, les polluants intérieurs, mais aussi les polluants extérieurs, les fumées diverses et variées, intérieures, extérieures, le tabagisme, les polluants liés à toutes les émanations irritantes pour nos yeux, de produits que nous utilisons pour le ménage, de produits contenus dans nos meubles, dans nos vêtements qui sortent du pressing, etc. Chaque clignement de paupières stimule les glandes lacrymales qui produisent des larmes pour humidifier l'œil en permanence. Et cela permet également à l'œil d'être au repos dans l'obscurité totale quelques fractions de secondes. Donc, pour répondre à cette problématique de fatigue oculaire, il y a quelques réflexes faciles à mettre en place que vous voyez effectivement sur cette diapo. On peut penser
d'abord, tout simplement aussi, si on travaille beaucoup sur écran, à utiliser un filtre spécifique, soit à mettre sur l'écran, soit à utiliser des lunettes spécifiques qui filtrent cette lumière bleue. Faire des pauses régulières. On conseille des pauses régulières où on quitte l'écran des yeux et où on va regarder au loin, on essaye de fixer un point au loin. Il faut cligner également les yeux régulièrement pour justement les humidifier. Éventuellement, bien frotter les mains, chauffer les paumes, les appliquer sur les yeux fermés sans les toucher. La chaleur va décontracter les muscles oculaires. Privilégier aussi une lumière, une source lumineuse identique à celle de l'écran et à moins de 3 mètres de l'écran, pour ne pas avoir juste le focus sur la lumière de l'écran. Et puis, bien sûr, la fameuse gymnastique des yeux qui consiste, alors certains appellent ça le yoga des yeux, d'autres la gymnastique des yeux, selon les sources de cette gymnastique, mais ça revient toujours au même. Il s'agit de bouger ses yeux dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, en diagonale, de les faire tourner dans un sens, dans l'autre sens, de chauffer ses paumes et de relaxer quelques secondes, voire quelques minutes. Et ça fait le plus grand bien. C'est quelque chose que nous devrions tous pratiquer au quotidien. Et bien sûr, en phytothérapie, nous avons des plantes qui sont là pour soulager la fatigue visuelle. On peut penser au bleuet, c'est la grande plante à laquelle on pense en premier en général, qui est apaisant pour nos yeux, la camomille allemande ou camomille matricaire et bien sûr le fraise dont le petit nom est casse-lunette, comme son nom l'indique. Ce sont les plantes qui sont les plus faciles à utiliser, les plus courantes. On peut faire une infusion, une simple infusion. On peut acheter des plantes séchées en herboristerie, les faire en infusion et imbiber des compresses. Alors, de préférence, mettre l'infusion au frais et imbiber ces compresses et les placer sur les yeux dès qu'on ressent cette fatigue visuelle. On peut également penser à utiliser les hydrolats de ces plantes, les élixirs floraux, les hydrolats de ces plantes-là, notamment bleuet, camomille, qui se trouvent très facilement actuellement en magasin bio ou en pharmacie et que vous pouvez utiliser donc directement en compresse. Voilà, donc il y a toute une série de gestes, de petites habitudes à prendre pour soulager la fatigue visuelle. Au niveau des troubles infectieux, alors il en existe de nombreux qui vont toucher les yeux. La conjonctivite est un des plus courants. Et puis, au niveau des paupières, on a l'orgelé, le chalazion qui se différencie un petit peu, mais que l'on peut soulager de la même façon dès l'apparition de la problématique avec des bains oculaires faits à base d'infusion de plantes. Et là, on va utiliser les mêmes qu'avant, le bleuet, le fraise, la camomille matricaire, mais également, on peut rajouter le calendula, la violette odorante, qui sont apaisants et cicatrisants. On peut rajouter le plantain pour son effet anti-inflammatoire et anti-allergique. La camomille romaine, cette fois-ci, qui est antihistaminique, anti-inflammatoire, adoucissante. Le mélilo, qui est également anti-inflammatoire, antiseptique, qui va favoriser, soutenir la microcirculation. Donc, c'est pareil, on fait des infusions de plantes, on utilise en compresse ou bien en bain oculaire pour laisser mariner plus longtemps. Alors, il y a un truc pour le bain oculaire. Dans le temps, il y avait un produit qu'on trouvait en pharmacie qui était à base de bleuet, je crois que ça s'appelait Opticept, et c'était vendu avec, je crois qu'on trouve encore en pharmacie actuellement, des petits godets spécifiques pour les bains oculaires, mais sinon on peut aussi utiliser des lunettes de piscine qu'on peut remplir avec le liquide et appliquer.
si on n'a pas le petit contenant prévu pour. Par contre, s'il y a récidive, hein, on peut tous faire un jour, être exposé à un courant d'air, avoir une petite baisse de notre système immunitaire, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a des personnes à qui ça arrive régulièrement, il y a des récidives. Alors, s'il y a récidive, et là je fais une parenthèse, il faut, on va quitter un instant les yeux, et encore pas vraiment, il faut penser à travailler sur le terrain. Et travailler sur le terrain, ça veut dire travailler sur le foie. Et je fais la parenthèse par rapport à la médecine traditionnelle chinoise qui, au printemps, qui est la saison du foie, donc c'est la couleur verte sur l'écran, on le voit, c'est lié au foie et à la vésicule biliaire. Vous le voyez, c'est lié aux yeux. Hein. La médecine chinoise met en lien les organes. Et les yeux sont le miroir de l'âme directement relié à l'énergie du foie. Ils sont le reflet extérieur de l'état du foie. D'ailleurs, vous savez bien que quand on fait une jaunisse, hein, on a le blanc de l'œil qui devient jaune. Hein. Donc, effectivement, ils sont le reflet extérieur de l'état du foie. Et les troubles de la vision s'expliquent par des déséquilibres hépatiques, eux-mêmes générés par des émotions, entre guillemets, mal digérées. Hein. Par exemple, en médecine chinoise, on dit que l'œil sec chronique, le glaucome, sont liés à un déficit de sang dans le foie et qu'un excès de feu du foie se manifestera par des yeux gonflés, rouges et douloureux. Donc le foie, dans la roue des organes, travaille la nuit pour ses fonctions. Il a de nombreuses fonctions, mais dans sa fonction d'épuration, il travaille, de détoxification, il travaille la nuit et l'émotion principale qui lui est associée, c'est la colère. Donc, on comprend le lien entre les yeux et le foie et les émotions. Parlons un petit peu des troubles dégénératifs. Alors, nos yeux, comme tout notre organisme, sont liés subissent la dure loi de la vie. D'un côté, l'oxygène nous est indispensable pour vivre, mais d'un autre côté, ce même oxygène nous tue un peu plus chaque jour par l'intermédiaire des radicaux libres issus des réactions d'oxydation. Nos yeux vieillissent avec divers troubles. Ça peut être déjà les petits sédiments au niveau du corps vitré qui créent les fameuses mouches volantes. Ça peut être la production de larmes qui diminue et entraîne une sécheresse excessive, quasi permanente, une tension oculaire qui augmente, qui finit en glaucome, une opacification du cristallin qui finit en cataracte, voire une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, la médecine conventionnelle a des traitements pour la cataracte. Hein, l'opération est devenue tout à fait banale et classique, avec la plupart du temps d'excellents résultats. On a également des traitements allopathiques pour l'hypertension oculaire, pour éviter le passage ou l'aggravation du glaucome. Par contre, pour la DMLA, jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement efficace, que ce soit pour la forme sèche ou humide, à part certaines injections de produits directement dans l'œil qui ne font que ralentir un petit peu l'évolution, mais qui ne l'empêchent pas. Et l'évolution en phase terminale, c'est la cécité. Et c'est là que l'on comprend que l'hygiène de vie va nous permettre de ralentir ce vieillissement ou du moins d'essayer de conserver une bonne vision le plus longtemps possible. Alors l'aide en naturopathie, on va comme toujours s'appuyer sur les 3 piliers de la naturopathie, l'alimentation, la gestion des émotions, le mouvement, la respiration, et on verra comment un petit peu plus en détail maintenant, afin d'entretenir, d'optimiser, de soutenir notre vision et d'en ralentir le vieillissement. Évidemment, le premier pilier de base, c'est l'alimentation. L'alimentation et plus particulièrement la micronutrition sont au premier rang de ce soutien. De nombreuses études ont en effet démontré un effet notable d'une alimentation riche au quotidien, en fruits et en légumes. C'est l'European Eye Study
qui a montré que cette alimentation, riche en fruits et en légumes, était associée à un retard ou une réduction d'apparition des pathologies oculaires. En cas de dégénérescence avérée d'antécédents familiers ou tout simplement en prévention, une alimentation riche en micronutrition est recommandée. Il s'agit donc de trouver suffisamment de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants et d'oméga 3 dans notre alimentation. Faisons donc la part belle à une alimentation végétale, variée et vivante. Avant de passer cette micronutrition plus spécifique de la bonne vision, de la bonne santé de nos yeux en revue, je m'arrête sur le terme vivante que je viens d'utiliser. Oui, car il ne s'agit pas que de rajouter des végétaux à son alimentation. Il est absolument important de se souvenir que les vitamines, dans leur ensemble, de même que les antioxydants, la plupart des antioxydants, lycopène étant l'exception, sont très sensibles à la chaleur, que la cuisson rend également les minéraux moins biodisponibles, si ce n'est les fait partir dans l'eau de cuisson quand on cuit à l'eau et qu'on ne récupère pas cette eau de cuisson, et transforme les acides gras essentiels en substances toxiques. Alors, gare à la cuisson. Vous avez là les facteurs qui diminuent les teneurs en minéraux. Le temps aussi de vieillissement de nos végétaux, l'épluchage, le trempage, la température, la cuisson à l'eau et le temps de cuisson. Attention à la température, à la cuisson. Plus cette cuisson est longue et à haute température, plus elle va détruire la micronutrition. Vous le voyez, les vitamines disparaissent assez rapidement. Privilégions le cru, bien sûr, la cuisson vapeur douce, la cuisson à l'étouffée, éventuellement la cuisson au wok qui est un nouveau qu'actuellement on récupère sous un nouveau terme, on parle d'aliments décrudis, c'est-à-dire juste saisis à l'extérieur et crus à l'intérieur. Voilà. C'était vraiment une remarque très importante parce qu'on parle toujours de micronutrition, on parle toujours de fruits et de légumes, on parle d'où on trouve toutes les vitamines, les minéraux que l'on va évoquer maintenant, mais on oublie de parler de la cuisson. Et donc, si vous ajoutez beaucoup de végétaux à votre alimentation, mais que vous les cuisez trop fort ou trop, vous perdez énormément et à ce moment-là, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de résultat. On va voir un petit peu la micronutrition spécifique de l'alimentation. Et donc, on a d'abord des vitamines qui sont indispensables au maintien d'une bonne vision. On a d'abord la vitamine C. Alors, elles ne sont pas classées dans un ordre d'importance. Je les ai classées, je ne sais pas comment d'ailleurs, comme ça me venait. Elles sont toutes importantes. Vous savez que le corps travaille en synergie et il n'y a pas quelque chose dont on a absolument besoin et quelque chose dont on n'a pas besoin. À partir du moment où il y a des vitamines, on a besoin de toutes les vitamines, mais certaines sont un peu plus importantes que d'autres pour précisément le soutien de la vision. La vitamine C est un antioxydant majeur. Elle est nécessaire au bon fonctionnement des cellules rétiniennes. Elle réduit le risque de développement de la cataracte. Elle ralentirait la progression de la DMLA et ralentirait la perte d'acuité visuelle. Alors, les sources de vitamine C, vous les connaissez. On en voit sur cette image. On a ce qu'on appelle la famille des brassicacées, ce qu'on appelait dans le temps les crucifères, qui représentent toute la famille des choux, avec notamment le brocoli, le chou vert, le chou rouge, tous les choux. Vous avez le persil, qui est très riche en vitamine C. Vous avez le cassis, les baies de cassis, qui sont très, très riches, les agrumes, et puis bien sûr de nombreux autres fruits et légumes
qui contiennent également de la vitamine C. Et là-dessus, il n'y a pas non plus mon chouchou qui est l'argousier, hein, mais qu'en général, on ne trouve pas dans son alimentation, qu'on ne va pas utiliser en alimentation, qu'on va plutôt utiliser en complément alimentaire, le jus d'argousier qui est très intéressant, riche en vitamine C également. Vitamine A, ou plus exactement précurseur de vitamine A. Dans l'alimentation, vous avez des bêta-carotènes issus des végétaux qui vont être transformés au niveau du foie en vitamine A. Au niveau des produits d'origine animale, on a ce qu'on appelle le rétinol qui lui aussi va être transformé en vitamine A. Cette vitamine A, c'est la vitamine des yeux, c'est la vitamine de la peau. J'ai envie de rajouter, c'est la vitamine des fesses roses et de l'amabilité, ce qui n'est pas à négliger non plus de nos jours. Mais au niveau de la rétine, la vitamine A se transforme en substances qui ont un rôle clé dans la transformation de la lumière en impulsion nerveuse qui envoie le signal visuel au cerveau. Et elle est également impliquée, cette vitamine A, dans l'adaptation de l'œil à l'obscurité. Alors, les sources de bêta-carotène, vous retrouvez de nombreux fruits, c'est un pigment qui colore les fruits et légumes, donc on va les retrouver dans tous les fruits et légumes colorés du jaune au rouge, mais également dans les légumes verts, vert foncé. Alors, on trouve bien sûr la carotte, mais qui n'est pas celle qui en contient le plus. On trouve les courges, qui ne sont pas là-dessus d'ailleurs, les courges qui sont riches aussi en vitamine A, ou en bêta-carotène plus exactement, des légumes à verts tels que le brocoli, la mâche, les épinards. On trouve également, qui n'est pas là-dessus, mais qu'on verra en complément alimentaire, la spiruline, qui est très riche en bêta-carotène. La patate douce aussi est intéressante, le poivron rouge, voilà, vous avez beaucoup de produits, de fruits et légumes colorés du jaune à rouge et vert qui contiennent, qu'est-ce que c'est ça, qui contiennent cette fameuse vitamine A. Pour les sources de rétinol, on a les abats, on a l'huile de foie de morue qui est très riche en vitamine A, on a le jaune d'œuf, on a les produits laitiers aussi, notamment le beurre. Voilà des sources de vitamine A. On a ensuite la vitamine E, qui est une antioxydante connue, puisqu'elle est utilisée pour cela dans l'industrie agroalimentaire, que l'on retrouve sous le petit nom en général de tocopherol. Donc, la vitamine E, qui est antioxydante, qui facilite l'absorption de la vitamine A, qui agit en synergie avec la vitamine C, avec le sélénium, le zinc, qui neutralise l'excès de radicaux libres et qui lutte donc contre le vieillissement cellulaire prématuré. Alors, les sources, vous les voyez, on les trouve dans les oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix. On en trouve dans les graines de tournesol, les graines de courge. On en trouve dans l'huile de germe de blé. On en trouve dans certains crustacés. Voilà, vous avez l'huile de germe de blé étant l'aliment qui en contient le plus. On en trouve dans les épinards, on retrouve notre brocoli. Voilà, donc on a vraiment des sources diverses et variées. La vitamine D, bien sûr, la vitamine D qui est immunomodulante, qui est importante à notre santé à tous les niveaux, puisque après transformation par passage rénal, elle est considérée comme une hormone dont nous avons des récepteurs dans tout l'organisme. Ça veut dire qu'une déficience, une carence en vitamine D peut impacter tout l'organisme à différents niveaux. Et une corrélation a été établie entre un déficit en vitamine D et notamment une augmentation du risque de développer une DMLA. Alors, les sources à 90%, c'est le soleil. Vous le savez, c'est la synthèse d'un dérivé du cholestérol au niveau cutané sous l'effet des UVB.
Alors là, il y a plein de conditions qui doivent être réunies pour répondre justement à cette synthèse, à cette possibilité de synthèse cutanée, qui malheureusement sont difficiles à réunir de nos jours. Je ne rentre pas dans le détail, mais l'alimentation ne comble qu'à 10% notre besoin en vitamine D. Vous trouvez l'huile de foie de morue ou le foie de morue, vous trouvez les poissons gras, vous trouvez le jaune d'œuf, vous trouvez certains produits laitiers, vous trouvez, enfin les produits laitiers, vous trouvez également les champignons, on en trouve aussi un petit peu dans l'alimentation végétalienne, mais peu. La partie la plus importante étant quand même l'exposition au soleil. Et donc, je ne reviens pas dessus, mais pour la vitamine D, il est absolument nécessaire, surtout en début de saison automnale, de connaître son taux de vitamine D. Une simple prise de sang pour une recherche de vitamine D3 suffit et ça permet de se complémenter correctement avec les quantités suffisantes de compléments de vitamine D, de préférence sous forme d'un apport quotidien. Les minéraux. Alors, parmi les minéraux, entre minéraux et oligo-éléments, la différence se fait au niveau de la quantité présente dans le corps. Donc, je ne rentre pas dans les détails. On a le zinc. Le zinc qui permet le transport de la vitamine A du foie jusqu'à la rétine pour produire la mélanine qui est le pigment protecteur des yeux. On va retrouver des belles concentrations de zinc au niveau de la rétine et de la choroïde étant la couche de tissu vasculaire située sous la rétine. Alors, donc le zinc est absolument indispensable à une bonne vision. Les sources, alors l'huître est la source la plus riche en zinc, la plus connue. On en trouve dans les abats, dans les viandes, dans les produits de la mer, dans des graines, sésame, courge, on en trouve dans l'avocat, on en trouve dans des légumes aussi, dans des graines germées, dans certains légumes, dans l'œuf, dans le jaune d'œuf. Bref, on en trouve dans pas mal d'aliments. Je rappelle que le zinc et le sélénium dont je vais parler juste après sont des oligo-éléments, c'est-à-dire qu'on en a besoin de petites quantités. Je rappelle que ce n'est pas des quantités importantes. Donc, théoriquement, avec une belle alimentation variée, on ne devrait pas toujours être en déficit. Par contre, le sélénium, c'est une des carences aussi en oligo-éléments des plus fréquentes. Alors, le sélénium est important. Pourquoi? Parce que il n'est pas antioxydant lui-même directement, mais il est le soutien de notre antioxydant endogène, qui est l'enzyme glutathion peroxydase sélénium dépendante, que l'on appelle plus classiquement le glutathion, et dont vous entendez peut-être beaucoup parler actuellement. C'est donc un antioxydant que notre corps synthétise lui-même. On a les antioxydants que le corps synthétise et ceux apportés justement par l'extérieur, dont on va parler tout de suite après, par l'alimentation. Et donc, ce sélénium est absolument indispensable. Donc, vous voyez qu'on en trouve dans pas mal d'aliments. On en trouve dans les viandes, les abats, les produits de la mer, certaines graines, les œufs. On retrouve les œufs et on retrouve toujours notre fameux brocoli. On va se mettre au régime brocoli. Donc, voilà pour la micronutrition vitamines minéraux. On en trouve. Alors, l'aliment, d'ailleurs, curieusement, je ne l'ai pas trouvé sur cette image. Un des aliments les plus riches en sélénium, ce sont les fameuses noix du Brésil ou noix d'Amazonie. Où on dit qu'en général, entre 3 et 5, 6 noix par jour suffisent à apporter le sélénium dont nous avons besoin quotidiennement. Alors, pourquoi entre 3 et 6? Parce que la taille dépend. Vous achetez quelquefois des grosses noix du Brésil, quelquefois des noix plus petites. Alors, attention, quelquefois, elles sont un petit peu rances. Elles ont voyagé, elles sont quelquefois un petit peu rances. Ce n'est pas toujours évident. On a ensuite les pigments, les antioxydants,
qui sont les pigments contenus dans les fruits et légumes, dans les végétaux. Parce qu'il n'y a pas que les fruits et légumes, il y a les herbes aromatiques, les épices, etc. Donc, dans les végétaux, on trouve des pigments qui donnent la couleur à ces végétaux et qui sont des antioxydants que nous apportons donc par l'alimentation et qui vont soutenir notre organisme contre le vieillissement cellulaire, contre l'action des radicaux libres. Parmi ces antioxydants, on en a deux plus particulièrement liés à la santé de nos yeux, la lutéine et la zéaxanthine, qui neutralisent les radicaux libres qui endommagent la rétine, qui filtrent la lumière bleue des rayons ultraviolets et qui agressent ces rayons, qui agressent les photorécepteurs de l'œil. Donc, lutéine et zéaxanthine, on va les trouver notamment dans les légumes vert foncé, dans les légumes, alors quand je dis légumes, dans les végétaux vert foncé, dans les végétaux orange à rouge, rouge-violet, mais on en trouve aussi dans le jaune d'œuf, à condition, et je rappelle la remarque que j'ai faite par rapport à la cuisson, de ne pas manger un œuf dur qui ne sert plus à rien. Enfin, qui ne sert plus à rien. Je m'entends au niveau de la micronutrition. Donc, toujours le jaune coulant pour garder la micronutrition. Donc, les antioxydants, pigments des végétaux spécifiques de l'œil, c'est lutéine et zéaxanthine. Après, on va utiliser évidemment d'autres antioxydants, parmi lesquels je ne peux pas m'empêcher de citer le fameux resveratrol. Alors, c'est dommage, sur l'image, il n'y avait pas la petite bouteille de vin rouge. Si elle y était, j'aurais dû rajouter l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Mais voilà, on retrouve donc le raisin. C'est un pigment que vous allez, c'est pas un pigment, c'est un antioxydant, pardon, que vous allez retrouver justement dans le raisin, dans la mûre, dans les mûres, les grenades, le cacao également, le vin. Il faut penser donc aussi à ces petites baies rouges qui régénèrent l'acuité visuelle, surtout la nuit, et là je pense plus particulièrement aux myrtilles. Donc tous les antioxydants venus de l'alimentation sont évidemment, puisqu'ils luttent contre le vieillissement cellulaire, bienvenus aussi pour la santé de nos yeux. Voilà, tous les polyphénols alimentaires. On a maintenant les oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, notre corps ne peut pas les synthétiser, contrairement aux autres acides gras. Les acides gras essentiels, ce sont les oméga 6, les oméga 3 que notre corps ne peut pas synthétiser et que nous sommes obligés d'apporter par l'alimentation. Et pour la santé de nos yeux, parmi les oméga 3, on trouve notamment la forme DHA, qui correspond à l'acide docosahexaénoïque, que l'on retrouve en grande quantité dans la rétine. Et de faibles taux d'oméga 3 ont été associés à des pathologies oculaires telles que la DMLA ainsi que le syndrome de l'œil sec. On n'oublie pas non plus le rôle anti-inflammatoire de ces oméga 3. Donc, il est absolument nécessaire, et puis je ne parle pas du reste de notre santé, en dehors des yeux, les oméga 3 sont indispensables. Alors, les sources d'oméga 3, ce sont les poissons gras, mais vous trouvez ça également dans des produits d'origine végétale, et on cite notamment, classiquement, les huiles végétales de colza, de noix, de lin, de chanvre, de cameline. On cite aussi la mâche qui contient aussi des oméga 3, les avocats, les graines de chia qui sont très riches en oméga 3. On retrouve l'œuf. Bref, alors les œufs, attention, ça dépend de la et les œufs, ça dépend de la façon dont sont nourries les poules. Vous avez actuellement une filière qui s'appelle Bleu Blanc Cœur qui garantit des viandes et des œufs dont les animaux ont été nourris avec une supplémentation en lin. Donc, le lin étant très riche en oméga 3,
Hein. L'huile de lin est la plus riche en oméga 3, puisque vous savez qu'une huile, c'est un mélange d'oméga. Vous trouvez des 6, des 3, des 9, bref, d'autres, etc. C'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle après des huiles oméga 3? C'est parce qu'elles en contiennent en quantité intéressante par rapport aux autres huiles. Et l'huile de lin étant la plus intéressante à 50% d'oméga 3, ce qui veut dire que la graine de lin contient pas mal d'oméga 3. Et donc, des animaux qui ont été nourris avec une supplémentation en graines de lin produiront une viande plus riche en oméga 3 ainsi que des œufs plus riches en oméga 3. Donc, faites attention aussi à l'origine de vos œufs. En conclusion, on peut donc suggérer qu'une alimentation riche en micronutriments au quotidien a de nombreux bienfaits pour préserver la santé de nos yeux, ralentir le vieillissement et limiter l'apparition de pathologies dégénératives. Il faudrait aussi idéalement en prévention, sinon en curatif, changer nos habitudes alimentaires. On a des facteurs aggravants de risque que je me dois de citer et qu'il faut supprimer si on est tout à fait conscient de l'importance de l'alimentation. Après, je peux aussi dire limiter pour ceux qui voudraient de temps en temps s'autoriser un joker. Après, c'est à chacun de voir à quel niveau. Alors, bien sûr, les graisses saturées, l'alimentation ultra transformée, ce qu'on appelle la junk food, l'alimentation où on va retrouver des sucres raffinés, des graisses trans, des additifs de toutes sortes, l'alcool, bien sûr, en excès qui va perturber la bonne assimilation de vitamines, le tabac qui va fournir une quantité non négligeable de radicaux libres, sans parler du reste, et puis bien sûr, les cuissons intempestives. Et quand je dis cuisson intempestive, et c'est pour ça que je vous ai mis ces deux images, on pense toujours au barbecue, aux grillades, et on oublie le petit geste du matin de mettre sa tranche de pain dans le grille-pain. Eh bien, c'est une cuisson intempestive, c'est une grillade. Et ce côté coloré et savoureux, aromatique du pain grillé est malheureusement très nocif à notre santé. Je ne l'ai pas mis sur la diaporama. Le café est également à limiter, voire à éviter, surtout en cas de glaucome. Voilà, on a fait le tour de l'alimentation, de la gestion de l'alimentation, avec ce qui est bon et ce qui est nocif. En naturopathie, on parle du trépied de la naturopathie, donc l'alimentation que l'on vient de voir. On a également la gestion des émotions. Et je vous ai déjà évoqué le lien en médecine chinoise entre le foie et les yeux, le foie étant le signe des colères refoulées, des frustrations, etc. C'est un point sur lequel il est important de travailler. Quand il y a des pathologies oculaires, un vieillissement oculaire accéléré, il est important d'aller vérifier aussi ce qui se passe du côté du foie. Certaines études posent aussi la question du lien entre la DMLA, le glaucome et la qualité du sommeil, puisqu'on constate que la rétine participe au fonctionnement de l'horloge interne du corps, qu'il y aurait peut-être par là des perturbations de notre rythme circadien. Donc, c'est une piste à suivre. Il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus, mais il y aurait peut-être un lien entre le sommeil et notre acuité visuelle ou notre bien-être visuel. Le dernier trépied dont je veux parler, c'est le mouvement et la respiration. Alors, que viennent faire le mouvement et la respiration en dehors du mouvement propre aux yeux, de la gymnastique des yeux dont on a parlé en début de webinaire, avec les muscles qu'il faut stimuler, les muscles du globe oculaire qu'il faut stimuler. On sait que le mouvement, la respiration, c'est bon pour notre système cardiovasculaire et que tout ce qui est circulation sanguine fluide entretenue par un mouvement et par la respiration entraîne une bonne nutrition cellulaire.
Et une bonne nutrition cellulaire, ça veut dire un bon approvisionnement de toutes les cellules de notre corps, y compris des cellules de nos yeux, en nutriments, en oxygène, ainsi qu'une récupération des déchets cellulaires et du CO2 que produit la cellule. Donc, bien sûr, on pense aux yeux localement, mais on va penser aussi à la circulation sanguine qui intervient à tous les niveaux, au niveau de la nutrition cellulaire et donc également au niveau des yeux. En conclusion, eh bien, en avant pour une bonne hygiène de vie, pour garder bon pied, bon œil. Mais changer ses habitudes alimentaires n'est pas facile. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'un claquement de doigts comme ça. On ne décide pas de changer d'alimentation. C'est quelque chose, et je l'ai constaté lors des consultations, qui se fait sur le long terme. Il est nécessaire d'instaurer de nouvelles habitudes et surtout de les ancrer au long terme. C'est un travail donc qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il peut être ainsi intéressant de soutenir l'organisme avec des compléments alimentaires lors de cette période de transition jusqu'à ce qu'on arrive à une alimentation idéale. Et je mets des guillemets à idéal parce que l'alimentation idéale n'existe pas, mais tendre vers une alimentation idéale, entre guillemets, en sachant, et je le dis bien, que là, je parlais de l'alimentation pour les yeux, mais que l'alimentation est en lien aussi avec notre terrain, nos autres pathologies, et que c'est à chacun de faire le travail ou d'être aidé par un thérapeute pour trouver l'alimentation qui lui convient. Donc, on peut utiliser les compléments alimentaires pour soutenir lors de cette transition alimentaire, mais si des pathologies sont déjà installées, il peut être intéressant effectivement de travailler avec des compléments alimentaires en cure régulière, parce que vous le savez très bien, malheureusement, l'alimentation actuelle est appauvrie en micronutrition. De nombreux reportages sur l'alimentation ont montré effectivement qu'on a fait beaucoup de recherches au niveau de l'aspect esthétique. Et c'est ce que je vois un petit peu avec cette diapo où les fruits sont vraiment beaux, calibrés, etc. On a fait une recherche sur l'aspect esthétique, sur la possibilité d'avoir des fruits et légumes qui supportent des transports, des temps longs sur l'étal du supermarché sans flétrir, mais on a complètement oublié la micronutrition. Et donc, vous savez qu'actuellement, pour une pomme d'aujourd'hui, je crois qu'il faut en manger plus d'une vingtaine pour avoir l'équivalent en micronutrition d'une pomme des années 1950-1960, pareil pour les oranges, etc. Donc, les compléments alimentaires sont vraiment les bienvenus pour faire des cures régulières. Et donc, le laboratoire Soria, que vous connaissez certainement déjà ou que certains vont découvrir, est un laboratoire qui propose des compléments alimentaires, notamment à base de plantes, d'une qualité irréprochable puisque les plantes sont d'origine biologique, où on été testées tant au niveau de le risque de contact avec des pesticides ou avec des métaux lourds. Les formulations sont faites pour qu'on apporte un maximum de bienfaits à l'organisme, et le premier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est l'Astaxansor, qui est vraiment le produit phare de la gamme pour tout ce qui est santé oculaire. Parce que vous allez y retrouver différents produits, notamment la lutéine et la zéaxanthine dont je vous ai parlé, qui sont les antioxydants spécifiques des yeux. Lutéine et zéaxanthine que vous allez trouver en belle quantité. On retrouve également dedans du lin, donc les fameux oméga 3 dont je vous parlais. On va retrouver dans ce produit également de la canneberge, de l'extrait de canneberge, la canneberge faisant partie de ces petites baies rouges dont on a parlé évidemment aussi.
Vous retrouvez du zinc, de la vitamine D, du sélénium. Donc, on a vraiment un produit très intéressant pour la prévention de la DMLA, de la cataracte, de toutes les rétinopathies, du glaucome, de toutes les pathologies ou pertes d'acuité visuelle, ainsi que de la simple fatigue oculaire. Alors évidemment, ça intervient aussi dans d'autres domaines, hein, comme vous le voyez, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment au niveau des yeux. Donc c'est vraiment le produit, c'est une capsule par jour à prendre le matin. Françoise, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce produit? Non, on a, si ce n'est que dans les cas de DMLA, on a eu effectivement d'excellents retours, mais à condition de prendre le produit sur 5-6 mois d'affilée, où on a eu des retours ou des personnes qui n'avaient pas les injections classiques en allopathie voyaient leur état se stabiliser. Mais tu as bien fait de préciser aussi que tout ça, ça s'accompagne de mesures telles que l'alimentation. C'est indispensable effectivement de se complémenter, mais aussi de changer son alimentation. Sinon, les compléments alimentaires ne servent pas à grand-chose. Et l'hygiène de vie en général, parce que se complémenter, continuer à fumer ou à être exposé aux ondes électromagnétiques, à ne pas être en contact avec la nature, etc., il y a quand même toute une hygiène de vie à revoir, Tout à fait. éventuellement. Alors, Éventuellement, elle n'est pas là. je voulais juste préciser, effectivement, quand tu parlais tout à l'heure des antioxydants et que tu disais que on était très haut dans le niveau des antioxydants pour tout ce qui est lutéine et zéaxanthine, ce sont d'ailleurs les rares antioxydants qui pénètrent la barrière encéphalique. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est particulièrement intéressant pour les yeux. Merci pour les précisions, Françoise. Donc, on continue sur les autres antioxydants qui sont quand même intéressants, puisque même ils vont travailler, tous les antioxydants vont travailler à lutter contre le vieillissement des cellules. Et je vous parlais, entre autres, du resveratrol qu'on va retrouver ici dans le produit qui s'appelle Resverazor, où vous avez effectivement bon, bah, c'est du vin en comprimé, si je comprends bien, hein. Voilà, on peut dire ça comme ça, c'est un petit coup de rouge en comprimé. Voilà. Donc, effectivement, avec une protection et une prévention par rapport à tout ce qui est dégénératif. Et donc, c'est un anti-âge absolument intéressant à faire sous forme de cure. Françoise, quelque chose à rajouter? Non, rien de particulier. Tu fais bien de préciser. Il vaut mieux prendre effectivement quelques comprimés de resveratrol plutôt que d'abuser du bon vin, mais il faut quand même savourer le bon vin. Non, j'ai rien de particulier à préciser, si ce n'est que le resveratrol, on a mis 1 à 2 comprimés par jour, mais on peut tout à fait aller jusqu'à 3 comprimés par jour si ça s'avère nécessaire et qu'on veut faire un traitement d'attaque. Il n'y aura pas de contre-indication en tout cas. Ok. Ensuite, toujours dans les antioxydants, on a le fameux brocoli. Alors avant, je disais le resveratrol, c'est pour ceux qui ne boivent pas de vin rouge. Bah, le brocoli, c'est pour ceux qui n'en mangent pas. Voilà, parce que vous avez vu sur les différentes diapos qu'il y avait au niveau de l'alimentation, il y avait quand même le brocoli qui était sur la plupart de ces diapositives. Donc, on comprend vraiment l'importance de cet aliment. Et bah, on n'en a pas forcément on n'a pas forcément envie d'en manger tous les jours. On n'en trouve peut-être pas non plus en toute saison aussi, hein. Donc, c'est un antioxydant particulièrement intéressant également euh, pour la santé en général, puisque c'est un antioxydant, donc il va travailler en anti-vieillissement contre les radicaux libres. Il va travailler également au niveau du foie, en détox du foie. Donc, comme on a fait le lien entre le foie et les yeux, c'est intéressant également. Et effectivement, en protection oculaire, bien sûr. Donc, on a quelque chose qui est complet aussi et qu'on va pouvoir utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir le donner à des enfants éventuellement, parce qu'on a beau essayer de leur cacher le brocoli sous un
voilà, sous des myrtilles, ça passe pas toujours, hein, donc voilà, ça peut être intéressant effectivement dans certains cas. Françoise, tu as quelque chose à dire à propos du brocoli? Juste une précision pour ceux qui voudraient faire des cures de brocoli justement pour ses bienfaits au niveau antioxydant. L'effet antioxydant est est plus élevé quand on consomme du brocoli cru. Donc, Oui. faites des petites tapas de brocoli à tremper dans des petites sauces à l'apéritif et ce sera parfait. Oh, tu vas nous donner faim, Françoise. C'est bientôt C'est l'heure, très c'est bien. bientôt l'heure de l'apéro. Bon, de toute façon, on l'avait dit que tous les antioxydants ne supportent pas la cuisson et sont très sensibles à la chaleur. Donc, évidemment, le brocoli cru est plus intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les graines germées de brocoli, hein. Ça, c'est intéressant aussi. Puisque vous savez que dans la graine germée, vous avez toute la vitalité de la plante qui va démarrer. Donc, ça peut être très intéressant aussi. On passe ensuite à la spiruline. La spiruline, je l'ai citée à propos du bêta-carotène, hein, précurseur de la vitamine A. La spiruline est très intéressante pour ceux qui ne veulent pas avoir les fesses trop roses ni être trop aimables et qui ne veulent pas manger trop de carottes. On peut remplacer par de la spiruline. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que la spiruline contient plus de bêta-carotène que la carotte. À l'époque, j'avais appris 12 fois plus. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le chiffre, mais elle est plus riche en bêta-carotène que la carotte, hein, rapportée à 100 mg. Mais elle a aussi d'autres intérêts, hein, puisqu'elle est riche en vitamines. Et notamment, on retrouve des vitamines B qui sont intéressantes, plus les autres, plus tous les oligo-éléments, le fer, les minéraux, tout ce qu'on va y trouver, la chlorophylle, etc. Voilà, la spiruline est vraiment un cadeau nutritionnel. C'est un complément alimentaire qui est très intéressant, mais attention à la qualité de la spiruline. Et c'est là que je laisse la parole à Françoise pour nous parler de la qualité de sa spiruline. Alors, c'est vrai que ce qui est important pour une spiruline, c'est de s'assurer. Alors, c'est toujours difficile parce que quand on achète une spiruline, on n'a pas forcément les certificats d'analyse, mais ce qui est extrêmement important pour une spiruline, c'est la qualité de l'eau qui va faire pousser cette spiruline. Et si cette eau contient des métaux lourds, automatiquement, ces métaux lourds seront en quantité importante dans cette algue. Donc, voilà, attention à ce que ce soit une spiruline de haute qualité, puisque de plus en plus, on voit fleurir des entreprises qui essayent de cultiver cette algue dans différents coins de France et d'ailleurs. Mais tout dépend de cette qualité de l'eau. Pour ce qui nous concerne, ben, on a eu un contrôle et on a effectivement confirmé que notre spiruline était d'excellente qualité, ce que nous ne doutions pas, puisqu'en fait, elle provient de la région de Soria. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas encore le laboratoire et sa situation géographique, c'est là où le fleuve Douro, Duero en espagnol, mais qui devient Douro au Portugal, prend sa source. Et donc, on est vraiment sur une eau de très grande qualité. Et la particularité de notre spiruline, c'est sa haute teneur en phycocyanine également, qui a été relevée. Voilà, donc profitez de la spiruline Soria et de sa grande qualité. Voilà, oui, c'est important de le préciser parce que, comme tu le disais, on voit fleurir des producteurs de spiruline un petit peu partout et on ne sait absolument pas quelle eau ils utilisent et quels nutriments ils vont apporter aussi à cette bactérie pour qu'elle puisse se développer, hein. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, on a les oméga 3 dont je vous parlais. Donc, l'IGABAC, qui contient donc du DHA dont je vous parlais donc, avant et qui contient également vitamine A, vitamine D. Hein, donc, je ne reviens pas dessus. On sait maintenant le rôle de la vitamine A, de la vitamine D et le soutien du DHA comme anti-inflammatoire et au niveau de la vision, au niveau des yeux plus exactement. On a ensuite, on peut penser éventuellement au ginkgo en extrait fluide. Alors, pourquoi j'y ai pensé? Je vous parlais effectivement
de l'intérêt d'avoir une bonne circulation sanguine pour apporter les nutriments aux cellules. Donc, effectivement, le ginkgo est très intéressant, surtout pour la microcirculation. Hein, il diminue la perméabilité des petits vaisseaux. Donc, il est vraiment intéressant pour toute la sphère cérébrale. Et s'il y a des soucis de circulation sanguine, de ralentissement, etc., de difficultés, le ginkgo peut être pris en cure pour faciliter tout ça. Et on termine pas tout à fait, on termine presque avec la vitamine D3 dont j'ai parlé aussi. Alors je rappelle, effectivement, elle est immunomodulante, elle va travailler au niveau de tout l'organisme et notamment au niveau de la santé visuelle. Alors, la posologie est d'un comprimé par jour pendant les repas. Il faut peut-être aussi vérifier son taux de vitamine D au départ pour savoir jusqu'où on peut se complémenter. Et on termine cette fois-ci avec le Cirasil Plus que je vous ai mis en rappel. On en a déjà beaucoup parlé quand on a fait les webinaires sur le foie, etc. C'est un produit qui revient très régulièrement dans différents sujets parce que le foie, c'est le général des armées, comme disent les Chinois, dans leur médecine traditionnelle. Et on a vu le lien entre le foie et les yeux. Donc, il peut être intéressant tout à fait, quand on a une pathologie oculaire, de faire un nettoyage du foie. Et puis, j'ai même envie de préciser, même quand on n'a pas de pathologie oculaire, vous le savez, mais là, on est dans le cadre des pathologies oculaires, de la fatigue visuelle. Un petit nettoyage du foie peut être très bienvenu. Voilà. Voilà, moi j'ai fait le tour de la question. Je crois oui, on est dans les temps. J'ai fait le tour de la question. Donc, s'il y a des questions qui ont été posées, je ne sais pas, Françoise, ou si tu as des choses à rajouter. Sur la spiruline pour la femme enceinte, et est-ce qu'on peut la donner dans les cas de carence en ferritine lors d'un bilan et à quelle dose? Pour ma part, je ne vois pas de contre-indication pour la femme enceinte, d'autant que c'est quand même considéré comme un super aliment. Donc, il contient effectivement du fer, des protéines et d'autres minéraux. Pour ce qui concerne la carence en ferritine, alors le problème, c'est que quand au niveau du bilan, on voit qu'il y a une carence en ferritine, on peut donner la spiruline, mais souvent, c'est de toute façon très très long pour relever tout ça. Et il faudra peut-être l'accompagner d'autres choses. Moi, je conseille aussi souvent la betterave rouge, qui est aussi très intéressant de ce côté. Oui, betterave rouge. Après, je ne sais pas si tu as d'autres conseils dans les cas de carence en ferritine. Mais oui, mais c'est très compliqué. Et tu peux faire un webinaire là-dessus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un sujet à part entière. Si la personne est intéressée, je pense que j'ai fait un article sur l'anémie qui devrait, chez Soria, qui devrait peut-être être publié bientôt. Donc, j'en parle un petit peu des conseils au niveau de l'anémie. Mais ça peut être intéressant de faire un webinaire, effectivement. Alors, il y a plein de sujets intéressants. Oui, c'est vrai que pour info, sur le site soriavi.fr, nous avons un blog sur lequel il y a beaucoup d'articles sur différents sujets que vous pouvez parcourir. Et oui, tu as raison, tu viens de rédiger l'article sur l'anémie qui va être publié très, très prochainement. Voilà. Et pour info aussi, à ceux qui quelquefois viennent en cours de webinaire, vous pouvez donc le réécouter vous pourrez le réécouter d'ici une semaine sur la chaîne Soriavi sur YouTube. Alors, j'ai une dernière question qui arrive. Pour un début de cataracte, quel complément Soriavi choisir? Je dirais que dans tous les cas, ce sera l'Astaxansor qui s'impose vraiment en priorité. Après, bien sûr qu'on peut rajouter les autres antioxydants tels que le resveratrol et le brocoli, mais s'il y en a un qu'il faut retenir, c'est vraiment l'Astaxansor. Oui, l'Astaxansor, dès qu'il y a une pathologie qui est installée,
c'est le premier auquel il faut penser. Après, effectivement, en prévention, si on sait par exemple, moi j'ai des personnes qui, parce que la DMLA, il y a un côté, paraît-il, héréditaire. Bon, c'est toujours pareil, hein, l'hérédité entre la génétique et l'épigénétique. Hein, il y a aussi des modes de vie qui se transmettent en famille. Donc, l'Astax en sort, mais on peut aussi, effectivement, quand c'est en préventif, travailler avec le resveratrol et le brocoli, alterner un petit peu les choses. Ça peut se faire ou en même temps, selon l'état de la personne. Voilà. Ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie vraiment pour votre attention et vos questions qui sont toujours intéressantes pour les autres participants. Donc, un grand merci à vous et je vous souhaite une belle soirée. Ah, il y a encore une dernière question avant qu'on ne coupe. Personne qui a déjà une DMLA avec injection intrarétinienne, peut-on rajouter la Ah stalgençor? oui. Oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr, Oui, il faut, il faut. oui. C'est pas on peut, c'est qu'il faut. Non, je dis ça, voilà, parce que j'ai ma maman qui avait une DMLA, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et effectivement, si on peut, il faut le faire. Mettons que ça ne guérit pas la DMLA, hein, ça, on est bien d'accord. Mais ça va vraiment aider à ralentir l'évolution. Hein, c'est ça qui est important. C'est exactement ce qu'il faut retenir, c'est que ça Voilà. permet de ralentir ou de stabiliser. Et ça, c'est Ouais. déjà extrêmement important pour C'est ces très personnes qui sont important. touchées par cette Tout pathologie. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouh, il faut qu'on s'arrête, j'ai le soleil. Trop de soleil chez toi. Bon, bah, Trop de écoutez, soleil. un grand merci à vous et puis bonne soirée. À bientôt. C'est dans un mois. Merci, merci à Euh, vous et à bientôt. vous recevrez l'invitation comme d'habitude. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci pour votre écoute. Merci Francis d'avoir partagé ce moment. Bonsoir.